Au sommaire ce soir, les inondations après le Lot, les Alpes-Maritimes en état d'alerte. À la veille de la première visite en Corse du ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, le FNLC Canal Historique se livre en plein maquis, en pleine nuit, à une spectaculaire démonstration de force avant d'annoncer une pause des attentats pour 3 mois. Le plan Vigipirate allégé à partir de lundi prochain, l'ouverture d'une information judiciaire sur la gestion financière de l'ARC, l'association pour la recherche sur le cancer, et enfin le retour sur scène pour 2 soirs, l'espace de 2 chansons des célèbres Frères Jacques. Madame, Monsieur, bonsoir. Alors que la décrue est largement amorcée dans le département du Lot, c'est maintenant au tour des Alpes-Maritimes de connaître glissements de terrain et inondations. Plusieurs campings ont été évacués dans la région de Mandelieu et des résidents ont dû quitter leur villa près de Grasse. Reportage Yannick Aroussi, Didier Beaumont. Il est tout seul dans son chalet, naufragé volontaire. Quand les eaux du Loup ont envahi le quartier, les habitants ont été évacués. En bon marin, il a préféré rester. Quand on a quelque chose à quoi on tient, on surveille. Le garage est inondé, la voiture elle est trempée. Voilà. Villeneuve-Loubet est avec Pégomas et Mandelieu l'une des communes les plus touchées par les crues. Plus d'1 mètre d'eau par endroit dans ce lotissement en bordure du Loup. Par chance, la plupart des villas sont surélevées car ce matin, il n'y avait rien à faire contre le fleuve. Le béton craquait, l'eau passait par en dessous et on ne fournissait pas à pomper. Alimentés depuis quelques jours par de fortes précipitations, le Loup et la Siagne sont sortis de leur lit vers 6 h du matin. Près de 300 personnes ont dû être évacuées de leur logement, des dizaines de routes sont coupées. Dans cette zone artisanale en bordure de la Siagne, les dégâts sont immenses. Pour le patron de cette entreprise de carrosserie et ses 35 employés, c'est la catastrophe. C'est toute une vie qui s'en va là, toute une vie pour tout le monde là. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a 1 an, on a connu la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 1 an? Il y a un programme de protection contre les eaux qui est lancé dans ce département comme ailleurs, mais tout ceci, ça demande des investissements colossaux qui ne peuvent pas se régler en quelques mois. Les aménagements effectués sur le Var après les crues de 94 ont pour l'instant rempli leur office. Le fleuve qui borde Nice est resté dans son lit. Ce soir, les cours d'eau du département sont sous haute surveillance. La pluie ne tombe plus sur le littoral. La montée des eaux s'est stabilisée dans l'après-midi, mais chacun redoute ici de nouvelles précipitations. En Corse, le FNLC Canal Historique a organisé la nuit dernière une spectaculaire démonstration de force en regroupant dans le maquis au moins 600 militants équipés d'un arsenal tout à fait impressionnant. Ce mouvement indépendantiste a annoncé une suspension pour 3 mois de toute opération militaire. Et cela à quelques heures de la première visite en Corse du ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré. Reportage de nos envoyés spéciaux, Michel Fine, Didier Rancoeur. Des lance-roquettes américains, des fusils mitrailleurs, un étalage sans précédent d'armement militaire, c'est incontestablement une démonstration de force. Le nombre des militants, 5 à 600 rassemblés clandestinement dans le maquis, vise à impressionner. C'est l'une des conférences de presse les plus importantes jamais organisées par le FLNC. Elle est signée Canal Historique, la branche qui a revendiqué les récents attentats commis en Corse. Des attentats qui ont fait 200 millions de francs de dégâts. À quelques heures de l'arrivée en Corse d'un ministre de l'Intérieur, ce déploiement de force n'est pas innocent. Cette nuit pourtant, le FLNC a voulu annoncer un signe d'apaisement, la trêve des attentats. Celle-ci se traduira dans un premier temps par une suspension de toutes opérations militaires pour une durée de 3 mois. Après un tel déploiement de force, après un tel silence des autorités, difficile, lorsqu'on est un simple citoyen de Corse, de croire encore en l'autorité de l'État. Je trouve que ça va bien, hein. Non, ça va mieux. 602 attentats en 1 année, vous n'avez rien fait. On va essayer de faire mieux. Vous allez faire mieux. On va essayer de l'empêcher, vous avez vu, on va faire respecter la loi. Ah, c'est bien. On prend note. Dans les salons de la préfecture d'Ajaccio, l'ambiance était ce soir toute différente. Ici, on est entre soi, entre membres du clan. C'est donc à ces représentants de la classe politique corse traditionnelle que Jean-Louis Debré a décidé de réserver la primeur de ses réflexions. Son premier souci, rassurer les élus. L'État demeurera en Corse comme la Corse restera dans la France. Son second souci, expliquer qu'il est peut-être temps de faire des concessions. La démocratie locale. Oui, mesdames et messieurs, j'ai le sentiment profond qu'aujourd'hui,
s'est peut-être ouvert, même s'il est fragile, l'espace nécessaire à la discussion et au dialogue. Le ministre de l'Intérieur entamera dès demain ce dialogue en allant rencontrer les représentants nationalistes à l'Assemblée de Corse. La mairie de Lisbonne a décidé de baptiser du nom de François Mitterrand l'une des rues de la capitale portugaise. Jean Tibéri a confirmé aujourd'hui qu'une rue de Paris portera le nom de l'ancien président de la République. Le choix devrait se faire lors du prochain Conseil de Paris. La veuve du président, Danielle Mitterrand, se déclare aujourd'hui dans un communiqué profondément touchée par l'affection et le respect ressentis devant tant de témoignages émouvants. Je tiens, dit-elle, à remercier toutes celles et tous ceux qui ont manifesté leur attachement à mon époux. Depuis hier midi, le cimetière de Jarnac en Charente est devenu une sorte de lieu de pèlerinage. Reportage Pascal Doucet-Bon, Philippe Jasselin. Ils sont patients et recueillis. Toute la journée, les visiteurs ont attendu leur tour. Ils viennent pour la plupart des environs et ont préféré éviter la foule d'hier. Ici se croisent les simples curieux et les vrais pèlerins. Ça nous a fait beaucoup de peine. Eh oui. Pour François, il est parti, bon Dieu. Eh oui. Et les Jarnacais un peu sonnés retrouvent leurs habitudes, celles du marché du vendredi. On y parle d'une ville devenue célèbre et on n'a pas peur d'évoquer l'avenir de Jarnac et pourquoi pas ses futurs profits. Bien écoutez, je pense que oui. Je pense que ça va attirer du monde. Hein. Il y aura sûrement des gens qui viendront tout l'été là, visiter le musée. Et je pense aller se recueillir sur sa tombe. C'est presque... Presque certain. Les touristes et les pèlerins viendront. Pour d'autres commerçants, les bonnes affaires ont commencé hier. Cette carte postale, commercialisée depuis plusieurs années à Jarnac, s'est très bien vendue pendant la cérémonie. La mairie, elle, cherche les moyens d'éviter trop de fétichisme touristique sur la commune. À 19h, comme hier, les derniers visiteurs venaient à peine de quitter le cimetière. Les autres reviendront demain et seront nombreux. Devant le grand oral organisé par le journal Sud-Ouest, Alain Juppé, qui est maire de Bordeaux, mais surtout Premier ministre, a rendu tout à l'heure hommage à François Mitterrand, avec qui, dit-il, il a travaillé en confiance. Ce que nous avons vécu depuis le début de la semaine, d'une certaine manière, va très au-delà de l'hommage rendu à un homme. C'est, je crois, l'expression du besoin qu'on ressent aujourd'hui en France d'instants de fraternité, de communion nationale, au-delà des options des uns et des autres. Cet élan qui s'est manifesté dans le pays montre qu'on avait besoin de se retrouver finalement entre Françaises et entre Français autour d'un homme qui, par la force des choses, incarnait à ce moment-là l'union nationale. Si l'on en croit un sondage de l'Institut Ipsos réalisé pour France 2 et l'hebdomadaire Le Point, 83% des personnes interrogées estiment que le qualificatif de grand homme d'État s'applique très bien ou assez bien à François Mitterrand, contre 5% qui sont d'un avis contraire. Lionel Jospin préside ce soir un hommage à François Mitterrand à Toulouse, où l'ancien président avait coutume d'achever ses campagnes présidentielles. Le premier secrétaire du PS, qui a succédé à François Mitterrand à la tête du Parti socialiste en mai 81, a déposé, vous voyez, une gerbe en mémoire de l'ancien président disparu. L'ensemble de la presse et ce que l'on appelle les observateurs ont unanimement apprécié l'émotion et la justesse de ton de l'hommage rendu par Jacques Chirac à son prédécesseur lundi soir à la télévision. Cet hommage à l'homme d'État a quelque peu étonné certains militants gaullistes qui n'ont pas oublié les âpres luttes politiques du passé. Les militants du RPR qui ont surtout été quelque peu agacés par la médiatisation de cet événement. Reportage Jeff Wittenberg, Jean-Louis Melin. En a-t-on trop fait dans l'hommage à François Mitterrand ? Les militants du RPR, témoins de l'opinion des électeurs de droite, opposés à l'ancien président, sont aujourd'hui partagés. Certes, ils ont entendu et souvent apprécié le discours de Jacques Chirac à l'égard de son prédécesseur. Ce qu'ils critiquent plutôt, c'est la profusion des éloges. Toutes les chaînes de télévision, le midi, le soir, même au-delà, vers 22h, 23h, les radios, dans les journaux, des grandes pages et sur sa vie privée, mais franchement, trop c'est trop. Il le compare au général de Gaulle. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir, c'est une comparaison absolument grotesque.
Tous les jugements ne sont pas aussi tranchés et à l'image de Charles Pasqua, on trouve des gaullistes qui ne cachent pas une certaine admiration pour François Mitterrand. Respect pour l'homme, pour la fonction, pas de cadeau pour son action politique. Il fallait rendre hommage au président de la République, à l'homme qui a souffert et qui a su garder sa dignité. Point. On aurait dû dissocier le problème humain du problème politique. Les militants ne sont pas seuls, les élus du RPR sont eux-mêmes divisés et cette fois c'est bien l'hommage rendu par Jacques Chirac qui pour quelques-uns a du mal à passer. Il a participé à cet hommage un peu excessif, à ce concert de louanges et de flagorneries qui à mon avis n'était même pas souhaité par le président ancien, c'est-à-dire par François Mitterrand qui était un homme d'une très grande dignité. De quoi hériter les plus fidèles soutiens de l'actuel président. Pour eux, Jacques Chirac a dit lundi soir exactement ce qu'il fallait. Il y a des moments où on doit se rassembler sur celui qui représente l'État et l'homme. C'est ce qui a été fait, je crois que ça a été bien fait. L'exercice est difficile pour un grand homme qui n'était pas de leur rang. Les gaullistes apprennent aujourd'hui à gérer la mémoire de François Mitterrand. Après ses vœux télévisés à la Nation et l'hommage rendu à François Mitterrand lundi, Jacques Chirac enregistre une hausse de 10 points de bonnes intentions dans l'opinion. D'après le baromètre CSA pour le Parisien aujourd'hui, le chef de l'État atteint 44% de bonnes opinions contre 50% d'opinions négatives. En Angleterre, l'enquête se poursuit après l'assassinat le mois dernier de Céline Figard. Les policiers britanniques ont désormais la certitude que la jeune Française a été violée peu avant sa mort. Les enquêteurs disposent d'un échantillon de l'ADN de l'assassin qui sera extrêmement utile pour identifier ou pour innocenter les suspects. Agnès Varamian. C'est une carte génétique de ce type qui permettra d'identifier avec certitude le tueur de Céline. Les enquêteurs l'ont établi à partir de traces de sang ou de sperme laissées par l'agresseur et prélevées sur le corps de la jeune femme. Analyse complexe, longue, mais infaillible, la méthode des empreintes génétiques a été inventée en Angleterre. Elle est utilisée là-bas dans chaque affaire criminelle. Mais voilà, la comparaison de cette carte avec toutes les empreintes des personnes fichées à Scotland Yard n'a pour l'instant rien donné. Les transporteurs routiers seront tout de même rassurés de ce progrès de l'enquête, car ils s'inquiètent des conséquences sur l'image de leur profession du fait que ce soit un chauffeur de poids lourd qui ait tué Céline. Les enquêteurs veulent procéder par élimination. 1200 routiers conduisent dans le pays un camion Mercedes blanc, identique à celui dans lequel Céline est montée. La police cherche toujours à les interroger. Mais en fait, l'enquête n'avance pas. Aucun suspect pour l'instant. Et c'est en désespoir d'indices que les policiers ont contrôlé aujourd'hui tous les camions de passage sur les lieux du crime. La sécurité sociale n'avait vraiment pas besoin de cela. Des inconnus ont en effet réussi à pirater le système informatique de la Caisse régionale d'Île-de-France. Ces escrocs du logiciel étaient déjà parvenus à faire virer 36 millions de francs sur des comptes de sociétés bidons avant de se faire repérer. Enquête Thierry Curté, Bernard Ronflet. Un coup formidablement bien préparé, déjoué dans cette agence du Crédit Agricole. Tout démarre à Metz, il y a 6 mois. Plusieurs personnes de nationalité belge rachètent 2 petites sociétés qui vivotent. Le 29 décembre, l'un des gérants vient à l'agence effectuer une opération sur le compte. Le directeur les attend. Pour préparer l'entretien, tout à fait normalement, il examine les mouvements du compte, qu'on s'apprêtait d'ailleurs à clôturer, et il constate des virements de plusieurs millions de francs dans les 48 heures qui ont précédé ce contact. Étonné, ce directeur d'agence appelle le propriétaire du compte qui vient d'être débité. C'est la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris, la sécurité sociale. Elle n'a pas viré cet argent. Ce virement est destiné à quelqu'un d'autre. Le compte est bloqué, la police alertée. Et la Caisse met tout son service informatique en alerte. Un lieu et un réseau pourtant très protégés, mais qui à l'évidence vient d'être violé. En examinant les gros virements de ce 29 décembre, la sécurité sociale détecte un détournement de 36 millions de francs. Il faudra une semaine à une équipe de 5 ingénieurs pour comprendre comment cela a été possible. Il semble que quelqu'un ait modifié les bandes de l'ordinateur central. Il a fait en sorte de détourner durant 3 jours toutes les sommes de plus de 100 000 francs au profit des 2 sociétés de Metz. Tout devait aller très vite. Le programme que nous avons trouvé nous dit que cette opération se déclenchait à partir du 17 décembre et devait se terminer à la fin de l'année 95. Sinon, le 2 janvier, après les fêtes, les fournisseurs non payés auraient protesté. L'argent détourné devait être viré et faire un compte belge, et se serait probablement ensuite volatilisé.
Pour l'instant, une seule personne a été arrêtée. Remous à EDF, où l'on vient d'apprendre que plusieurs unités de cette entreprise de service public ont fait appel à leur insu pour la formation des cadres à 2 sociétés mystico-religieuses à l'enseignement plus que flou. Précision avec Valérie Astruc. Avatar est le meilleur programme pour permettre aux dirigeants et aux cadres de surfer sur les turbulences. Voilà ce qu'on peut lire dans cette brochure, publiée par un organisme de formation. Parmi les stages proposés, Avatar, séminaire de management, qu'ont suivi 50 cadres d'EDF. Un stage pas tout à fait comme les autres, qui a vite éveillé la curiosité d'EDF. Pourquoi un puce à l'oreille? Parce que des retours qui venaient des stagiaires, de l'analyse des documents que nous avons faite, nous avons eu le sentiment d'approche un petit peu, je veux dire, ésotérique ou mystico-religieuse, qui ne sont pas dans les pratiques de l'entreprise, qui ont nécessité qu'on regarde un peu plus près ce qu'il y avait dans ces dossiers. Et en regardant d'un peu plus près, EDF découvre derrière Avatar un homme et un programme. Avatar nous vient des États-Unis. Ça a été créé par un certain Harry Palmer, qui a mélangé de toute évidence les enseignements de la scientologie, où il a passé de 16 à 17 ans, et les enseignements d'Adama tibétain, pour ce qu'il a appelé par la suite le créativisme. Quant à l'organisme de formation qui dispense le programme Avatar, il dément utiliser des méthodes issues d'une secte. Mes méthodes de travail sont basées sur l'idée que chacun peut trouver à devenir acteur de son changement, que ce soit au niveau d'un individu ou d'un groupe. Par précaution, EDF a néanmoins cessé tous ses stages et souhaiterait plus de rigueur pour l'attribution de l'agrément aux organismes de formation professionnelle. Pour des raisons budgétaires, le plan Vigipirate sera allégé à partir de lundi, mais certains dispositifs de ce plan antiterroriste seront maintenus, notamment la surveillance renforcée des frontières et des transports publics. Précision Christophe Tortora, André Issora. La surveillance ne va pas totalement être relâchée. Le ministre de l'Intérieur a décidé de maintenir le plan Vigipirate, mais de l'alléger. Les policiers et les gendarmes vont désormais pouvoir prendre des journées de récupération, partir en vacances. Autre chose, jusqu'à aujourd'hui, il y avait 5000 militaires mobilisés. Ils ne seront plus que 1600 à patrouiller devant les endroits sensibles. Les syndicats de policiers se disent soulagés, même s'ils pensent que cette décision intervient avec du retard. Depuis 5-6 semaines, Vigipirate a totalement été détourné de son objectif. Vigipirate s'est assuré des missions de prévention et de dissuasion contre des actes éventuels de terrorisme et non de la lutte contre la petite délinquance. Je crois que là-dessus, il faut que nous soyons extrêmement clairs. Est-ce que ça veut dire que tout risque d'attentat est écarté? Non, absolument pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est en mesure de bien cerner où peuvent éventuellement se produire des actes de terrorisme. Des patrouilles seront donc maintenues dans les gares, dans les aéroports ou encore dans les métros de villes comme Lille, Lyon ou Marseille. À Paris, la préfecture étudie la possibilité de remettre progressivement les poubelles en service. Les barrières installées devant les écoles devraient rester en place. Les chefs d'établissement ont la possibilité de les faire enlever, mais on voit mal pourquoi ils se priveraient d'une telle mesure de sécurité. La Cour d'appel de Paris a relaxé aujourd'hui le proviseur du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis qui avait été condamné en première instance à la suite de la mort d'un élève de 17 ans tué par la chute d'un panneau de basket rouillé. La Cour a en revanche confirmé la peine de 2 mois de prison avec sursis infligée pour homicide involontaire à l'intendant de cet établissement scolaire. Rentrée judiciaire solennelle aujourd'hui à Paris à la Cour de cassation en présence du chef de l'État, Jacques Chirac. Le premier président de la Cour de cassation, Pierre Drey, a affirmé devant ses collègues que les juges n'entendaient exercer aucun gouvernement dans la cité. Pierre Drey a ajouté qu'il croyait profondément que ses collègues ne céderaient pas à la tentation du juge Dieu et qu'ils ne se livreraient pas à des opérations main propre. Certains magistrats se sont récemment inquiétés du comportement de certains juges et du zèle de certains juges anti-corruption. Le faux départ de Jacques Crozemarie, le président de l'ARC, avait annoncé hier sur RTL qu'il démissionnerait le 25 janvier avant de se rétracter, affirmant qu'il resterait aux commandes de l'Association pour la recherche sur le cancer, tant, avait-il dit, tant que la lumière ne sera pas faite sur les attaques dont l'ARC a fait l'objet. Les choses, en tout cas, sont désormais entre les mains de la justice, puisque le procureur général de Paris a requis aujourd'hui l'ouverture d'une information judiciaire. Enquête Philippe Boisserie, François Granier. Cet après-midi, les bureaux de l'ARC ressemblaient à un navire sans gouvernail.
Le président Jacques Crozemarie avait promis aux salariés de s'expliquer ce matin. Il s'est finalement fait porter pâle. Le directeur, lui, a été licencié en début de semaine par le même Crozemarie qui acceptait mal sa volonté de transparence. Les lettres de donateurs exprimant leur désillusion, elles, s'accumulent. Bref, si la porte ne s'ouvre pas aux caméras, certains salariés ne cachent pas qu'ils sont déboussolés et qu'ils veulent savoir. Savoir, c'est aussi la volonté de la justice. Le procureur général du parquet de Paris a demandé l'ouverture d'une information judiciaire en raison, dit-il, de la nature des faits précis et graves mis en évidence par la Cour des comptes et de l'émotion très vive qu'elle suscite dans l'opinion publique et auprès des donateurs. Le rapport de la Cour des comptes dénonçait entre autres la faible part, 27%, des fonds consacrés à la recherche et des surfacturations douteuses. Mercredi dernier, le groupe de travail chargé de répondre à la Cour des comptes demandait purement et simplement le remplacement de Jacques Crozemarie. Ce dernier envisageait un temps de démissionner avant de se dédire. Avec l'entrée en jeu de la justice, les questions d'hommes risquent de laisser la place à celles de leurs responsabilités respectives en cas de faute avérée et peut-être à celle de l'existence même de l'ARC. Jacques Médecin a été condamné aujourd'hui par la Cour d'appel de Grenoble à 2 ans de prison ferme pour corruption passive et recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire de la Cérelle. L'ancien maire de Nice, qui a déjà purgé 2 ans et demi de prison pour une autre affaire, ne retournera pas derrière les barreaux, la Cour d'appel ayant en effet prononcé la confusion des peines. Jacques Médecin a annoncé son intention de repartir en Uruguay. Martin Bouygues, le PDG du groupe de travaux publics, a été entendu cet après-midi pendant près de 4 heures au palais de justice de Lyon par le juge Courroy sur le dossier des comptes suisses de Pierre Botton. Bonne nouvelle, la santé du parc automobile français s'améliore. Si l'on en croit en effet l'organisme chargé du suivi de la mise en œuvre du contrôle technique obligatoire, le parc automobile français est en nette amélioration, même si des efforts restent à faire pour le freinage, les pneus, la signalisation ou encore la pollution. Luc Bazizin adresse le bulletin de santé de notre sacro-sainte bagnole. Des poumons sales, une mauvaise vue et des pieds fragiles, ce sont les 3 principaux ennuis de santé constatés sur nos voitures en 95. Tout d'abord, les poumons. Une teneur excessive en monoxyde de carbone a été observée sur 12% des véhicules contrôlés. Un point qui oblige à réparation depuis l'année dernière pour les voitures à essence et aussi pour les diesels depuis cette année. Deuxième au hit-parade des défauts constatés, la vue, c'est-à-dire un éclairage défectueux, qu'il s'agisse des feux stop ou de croisements ou des clignotants. Enfin, autre problème majeur, des pieds mal chaussés, donc un freinage et des pneus en mauvais état. En fait, le nombre de véhicules se présentant au contrôle technique a augmenté de 17% en un an. Et la qualité des voitures aurait plutôt tendance à s'améliorer puisque 2% de moins ont dû subir une contre-visite, donc des réparations. Un contrôle technique plus rigoureux, 31 points sont désormais soumis à réparation obligatoire et un contrôle plus fréquent tous les 2 ans après le 4e anniversaire de la voiture. Des raisons qui expliquent que petit à petit, les voitures qui viennent se présenter sont en meilleure forme. À mes connaissances, les époux Clinton n'ont pas de problème de voiture, mais ils connaissent tout de même de très sérieux, de très graves soucis. Bill et Hillary seraient en effet au bord de la faillite financière, le couple devant faire face à une montagne d'honoraires d'avocats pour répondre aux accusations dont ils font l'objet depuis 3 ans. Olivier Lerner. Pauvres Clinton, ils devront travailler jusqu'à la fin de leur jour. Le couple présidentiel est ruiné par les frais d'avocat qui facturent 2000 francs l'heure d'entretien. Au total, les Clinton doivent plus de 8 millions de francs à leur avocat, qui lui est très heureux, mais ils doivent se débattre tant bien que mal dans 3 affaires. La première, c'est l'affaire Whitewater. Des fonds d'une caisse d'épargne auraient été détournés pour financer la campagne électorale de Bill Clinton. Deuxième affaire, c'est Travelgate. Des employés de la Maison-Blanche auraient été licenciés sans raison aucune. Troisième affaire, et non des moindres, Paola Jones, ex-fonctionnaire de l'Arkansas, accuse Bill Clinton de lui avoir fait des avances insistantes dans une chambre d'hôtel de Little Rock en 91. Devant la presse américaine qui le harcèle, Bill Clinton garde le sourire mais reste très évasif. Il avoue simplement qu'il a brûlé toutes ses économies avec ces histoires. Son patrimoine est égal à 0, comme le souligne le très sérieux magazine américain Money. Il ne lui reste plus maintenant qu'à désamorcer ses affaires s'il ne veut pas ruiner sa carrière. Bill Clinton n'entend pas dire goodbye malgré tout ce tintamarre. Il entre en campagne électorale pour la course à la Maison-Blanche dans quelques semaines. Riches ou pauvres, les habitants de Washington, eux, ont d'autres soucis. La neige.
La neige tombée en abondance depuis le début de cette semaine, qui a complètement désorganisé la vie de la capitale américaine et qui a déjà fait une centaine de victimes dans le nord des États-Unis. Reportage de notre correspondant Philippe Gassot. À Washington et dans toute la région touchée par la tempête de neige, on vit au ralenti. La vie s'est assourdie. Le front s'étend de New York jusqu'à Boston. À la télévision, toute la journée, la population est avertie. On conseille tout d'abord de rester chez soi, sauf nécessité absolue. Le 4x4 est conseillé. Il est vrai qu'il est indispensable car seuls les grands axes ont été déneigés. On redécouvre le ski ou la marche à pied. Je vais chez l'épicier. Vous ne travaillez pas? Je travaille pour le gouvernement et c'est fermé aujourd'hui. C'est la seule façon d'y aller. Oui, ma voiture peut plus bouger. C'est super, non? Les enfants qui font une école buissonnière forcée depuis lundi ne se plaignent pas. Après la première vague de neige du début de semaine, les Américains ne se sont pas laissés surprendre. On a fait ses provisions hier et aux inconvénients de la neige se sont ajoutés ceux de la circulation. Tout le monde souhaitait profiter de l'accalmie pour renouveler les stocks. C'était dingue. Je suis parti vers midi. J'ai eu mon lait vers 8 h et à 9h15, il n'y en avait plus. Les rayons de lait ou de pain sont pratiquement vides. Il est vrai que l'on n'est pas vraiment ni équipé, ni préparé pour subir une tempête comme celle-là, du jamais vu depuis 70 ans. La facture risque d'être beaucoup plus salée que l'ont été les routes. On parle déjà de milliards de dollars et la neige tombe toujours. À Moscou, le porte-parole de l'ex-KGB a réaffirmé ce matin que les autorités russes voulaient éviter le bain de sang et arriver au contraire à un compromis avec le commando tchétchène qui détient toujours depuis 3 jours de nombreux otages dans un petit village du Daghestan à la frontière du Caucase. Sur place, la situation semble plus confuse que jamais. Le point avec notre correspondant Dominique Verda. Ils n'emportent avec eux que leurs enfants et quelques bagages. Les habitants des environs de Pierre-Vaumaïskoye craignent que d'un instant à l'autre, l'armée russe ne passe à l'offensive. Rester ici serait risquer une balle ou un obus perdu. Moi, dit ce vieillard, je reste parce que je suis trop vieux. Et de toute façon, je n'ai nulle part où aller. Eux, au contraire, ils arrivent, chaque jour un peu plus nombreux. L'étau des forces russes se resserre sur le village où sont retranchés les combattants tchétchènes depuis maintenant 3 jours. Les négociations sont toujours au même point, c'est-à-dire nulle part. Salman Radouyev, le chef du commando, maintient qu'il est prêt à laisser partir les femmes et les enfants. Mais il veut garder les hommes avec lui jusqu'en Tchétchénie. Pour les Russes, pas question. Soit les Tchétchènes libèrent tous les otages, soit le blocus continue. À tel point qu'un député daguestanais s'interrogeait cet après-midi sur les réelles intentions de Moscou. Pourquoi demande-t-il le gouvernement russe ne laisse-t-il pas partir les Tchétchènes puisqu'ils sont déjà d'accord pour libérer les femmes et les enfants? Ce soir, on apprenait la libération d'abord de 17 femmes, puis finalement de 4 et de 4 enfants. Mais personne ne les a vus. Tout contact avec la presse leur serait interdit. Autant dire qu'une fois encore, comme depuis le début de cette prise d'otage, rien n'est sûr. En début de journal, nous avons évoqué les inondations qui touchent actuellement la France et notamment le sud-ouest ces toutes dernières heures. Ironie du sort, le journal officiel publie aujourd'hui la déclaration d'utilité publique de la future autoroute A89 Bordeaux-Clermont-Ferrand. Et près de Libourne, une partie de ce tracé est en zone inondable. Du côté du village des Billots, on craint fort que cette autoroute ne fasse qu'empirer la situation. Reportage Éric Perrin, Philippe Dumail. Alors ici, nous sommes exactement à l'endroit où doit passer l'autoroute. Et comme vous pouvez le voir, c'est en pleine zone inondable. Dans la commune des Billots, à côté de Libourne, on sait depuis des lustres que cette zone est inondable. Ironie du sort, alors que la rivière, l'Isle, est une nouvelle fois sortie de son lit, le décret d'utilité publique donnant le tracé de la future A89 est publié au journal officiel. En bleu, la zone inondable, en rouge, l'autoroute. Dans les habitations proches de cette zone, on a beau avoir pris l'habitude de voir l'eau monter, on se demande si l'autoroute ne va pas amplifier le phénomène. Ça me rend inquiète. Ça me rend inquiète parce qu'on se dit s'il y a davantage d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Que va devenir cette maison? Car l'autoroute, pour ne pas être elle-même inondée, sera située sur un remblai d'au moins 2-3 mètres de hauteur, agrémenté de quelques ponts. Le risque que l'on a tout simplement, c'est que l'autoroute qui va être implantée sur la zone va prendre du volume et de la surface aux zones qui étaient habituellement et qui sont habituellement inondées, une à 2 fois par an, avec à peu près cette intensité-là. Donc l'autoroute va prendre à la fois du volume et de la surface, donc augmenter tout simplement le risque pour ces premiers habitants qui sont déjà sous la menace.
Cela paraît logique et pourtant, d'après les ingénieurs, ce raisonnement est faux. Non seulement l'eau ne devrait pas plus monter, mais en outre l'évacuation du trop-plein pourrait être facilitée. Ce sont des problèmes compliqués. Et c'est vrai que nous nous heurtons là à un problème de communication. Et il y aurait une véritable recherche à faire pour savoir comment communiquer avec le plus grand nombre sur des problèmes compliqués, impliquant notamment les mathématiques et des techniques de physique complexes. Quand le ciel menace, il faut du concret. Une maquette de 30 mètres doit être réalisée dans les mois à venir pour convaincre les riverains. Petit détail, elle coûtera 5 millions de francs. Coup dur pour le club de football de Valenciennes. 2 ans après la fameuse affaire au MVA, le tribunal de grande instance de cette ville a en effet prononcé aujourd'hui la liquidation judiciaire de ce club qui accuse 28 millions de francs de dette et qui risque de ne pas pouvoir finir la saison. Nouveau drame sur le Dakar 96. En Guinée, une fillette est morte renversée par le motard français Marcel Pilet qui a percuté ses enfants alors qu'elle traversait, selon les organisateurs, la piste derrière une bosse sans visibilité. Plus d'1 téléspectateur sur 2 a suivi hier matin en direct sur France 2 les cérémonies des obsèques de François Mitterrand de 7h15 à 13h à l'occasion de la présentation de ses vœux à la presse mais aussi au personnel de France Télévisions. Le PDG Jean-Pierre Elkabbach a confirmé 2 objectifs prioritaires, la multiplication des fictions et la crédibilité de l'information. Quoi, plus personne ne croyait, et vous avez prouvé que la télévision publique était... Par de grandes fictions à la fois culturelles et populaires, par la renaissance du feuilleton dans la grande tradition française, par le développement de véritables séries documentaires. J'en arrive à l'information. Notre grand chantier permanent, et qui va devenir un de nos points forts à France 2 et France 3. En 1996, le moment est venu d'accentuer notre remontée. Nous avons tous montré ces derniers jours, que la télévision publique savait, quand il le fallait, être à la hauteur de l'émotion et des moments historiques de notre pays. Voilà, vous l'avez observé, au début il y a eu un tout petit problème technique de son, comme quoi on n'est jamais à l'abri d'un incident. Hommage parisien aux frères Jacques ce soir et demain avec sur la scène du Casino de Paris le groupe Bifluoré, mais aussi TSF, Orphéon Célestat ou encore le chanteur Rissé Barrier. L'occasion pour ces 4 complices de remonter sur scène après 13 ans d'absence, le temps de 2 chansons. Reportage Caroline Laudrin, André Issora. Ces 4 hommes-là ont fait le Jacques pendant 36 ans. Leurs méfaits sont nombreux, jouer avec la queue du chat, faire dégouliner la confiture et pire encore, vendre un général. Leurs complices, Prévert, Queneau, Boris Vian. Par un pauvre homme qui a mauvaise mine. C'est une chanson sans calcium, une chanson à la gomme qui manque de vitamine. C'est une chanson à virus, une chanson sans tonus. Ils reviennent sur scène pour 2 jours et du haut de leurs 77 et 82 ans, ils renouent avec le trac comme des débutants. Ça nous fait un peu peur quand même. 12 ans après, 13 ans après, on ne sera pas en collant comme nous étions. C'est 4 cartes vermeilles qui vont voir. C'est pas pareil ça. C'est un bon titre pour un quatuor. Les cartes vermeilles. Les cartes vermeilles. Les paroles sont squelettiques, la musique rachitique, pas question que ça balance. C'est une chanson sans gimmick, complètement lymphatique, c'est presque une ordonnance. Les Jacques ont fini de se donner en spectacle, mais la relève est assurée. Ils ont contaminé du même virus, de l'humour et de l'imagination, les groupes comme le Quatuor, la chanson plus Bifluoré ou TSF. Quand il pleut le jour de la Saint-Médard, pendant 40 jours, faut rendre son rival. La lumière qu'ils ont dans les yeux, nous, on se régale, quoi. Il y en a qui pleurent, là, dans tous les coins. Aux fraises à la rhubarbe, ou ingurgite brûlement.
la confiture. Le spectacle ne dure que 2 jours et c'est bien dommage, car on en reprendrait bien un peu plus de confiture. Puis un jour l'on est bien en place, on mène la vie de château, dans les avions, dans les palaces, on vous porte sur un plateau. La confiture qui débrouille, qui coule sur les mains. Bravo messieurs. Carneros au zoo de Johannesburg en Afrique du Sud avec la naissance le jour de Noël de 2 pandas rouges en fait roux, des jumeaux qui pèsent actuellement moins de 120 grammes et qui sont plutôt pour l'instant gris pâle. Plus tard, ils auront la belle couleur de papa et de maman, une race très rare puisqu'ils sont environ 150 actuellement en captivité. Carneros animalier toujours avec en France cette fois une première mondiale, le Rocher des Aigles de Rocamadour dans le Lot, avec la naissance d'un petit aigle battleur baptisé Noël et qui se porte lui aussi à merveille. C'est la première reproduction en captivité de cette espèce originaire d'Afrique équatoriale. Christophe Larocca et Olivier Combes se sont penchés sur le berceau. Il s'appelle Noël parce qu'il est né pendant les fêtes. Grâce aux bons soins qui lui sont prodigués, il pèse déjà près de 700 grammes. Le menu est servi à la pince à épiler avec délicatesse, car ce petit aigle battleur, né en captivité, est déjà une curiosité. C'est une première mondiale et beaucoup de scientifiques se sont penchés un petit peu sur cet oiseau-là, mais ne connaissaient pas la durée de couvaison de cette espèce. Et donc nous, au Rocher des Aigles, on sait que c'est de 62 jours maintenant. Le papa et la maman de Noël sont particulièrement fiers. Ils ne peuvent s'empêcher d'annoncer la nouvelle au voisinage. Raphaël Arnaud, le fondateur du centre, a aussi du mal à cacher sa joie. L'aigle battleur est l'un des rapaces les plus facétieux, c'est de là qu'il tire son nom. C'est un aigle très démonstratif, comme vous pouvez le constater, avec des couleurs très vives, comme les personnes qui se produisaient autrefois sur les foires et qui amusaient bien sûr les gens qui venaient faire leurs emplettes, leur commerce. Ce sont des oiseaux qui sont plutôt démonstratifs, je dirais en période de reproduction. Et là, ils sont capables de voler en faisant des loopings dans le ciel. Un numéro que Noël sera peut-être capable d'effectuer dans les exhibitions de Rocamadour, mais en attendant les feux de la rampe, notre petit aiglon semble préférer les ampoules de la couveuse. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet, le point route de Valérie Maurice. Ensuite, à 20h50, Bas les masques, Mireille Dumas, Bas les masques consacré ce soir au douloureux problème de l'adoption. Bouillon de culture, ensuite, avec la rediffusion de l'entretien avec François Mitterrand en avril 1995 sur les politiques de grands travaux. Vers minuit 30, le dernier journal. Florence Daucher, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée, merci.